Tant mieux. Alors, D, c'est que il y a des notions à connaître. En tous les cas, voilà. Donc, j'ai expliqué cette notion de système de prix complet, système complet de marché. Vous allez le voir, c'est quelque chose de très abstrait, trop théorique, mais dans la vidéo, j'ai donné des exemples dans la réalité de qu'est-ce que des systèmes de prix complets. Essayez de le voir. Si vous ne comprenez pas tout, ramenez des questions. Parce que si vous comprenez tout, c'est que si vous comprenez tout, c'est que vous n'avez pas vraiment fait attention parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Méfiez-vous quand vous comprenez tout. Donc ça, je l'ai expliqué. J'ai expliqué aussi, euh, j'ai fait une transition dans cette vidéo sur, on a vu la règle de l'équilibre du consommateur. Je vous laisse la réétudier et comprendre. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Quand est-ce qu'un consommateur atteint le maximum de son utilité ou de sa satisfaction? On a donné cette règle. Et on a donné les conditions pour que cette règle puisse être atteignable, enfin réalisable. Avec vos camarades, j'ai fait la transition pour dire qu'il y a les mêmes types de conditions analogues, si vous voulez, chez le producteur. Parce qu'ils se ressemblent beaucoup dans ce modèle d'équilibre général de Barras, le modèle néoclassique. Vous verrez qu'il y a un véritable souci dans la théorie néoclassique et en économie théorique en général, un véritable souci de pourquoi il n'y a pas beaucoup de différence entre le producteur et le consommateur. Je reprendrai cette question un peu plus tard. C'est une question importante. N'oubliez pas, c'est un schéma construit théoriquement dans la tête des économistes. Et ce schéma, il n'arrive pas à coller ou à se rapprocher beaucoup de la réalité. Parmi les choses qui l'éloignent de la réalité, il y en a beaucoup, mais une chose que je viens tout juste de souligner, c'est que l'entreprise et le ménage, c'est presque interchangeable. Ils n'ont pas des comportements particuliers, particulièrement différents dans ce modèle. Je reprendrai cette question plus tard. Elle n'est pas facile à deviner comme ça. Mais ce que je fais avec vos camarades, c'est l'équivalent de la règle de l'optimum du consommateur. On l'a chez le producteur aussi. Cette règle, vous la verrez, mais je ne l'ai pas expliquée, mais je l'ai juste donnée. Elle dit, ce n'est pas la peine de la noter parce qu'elle est sur la vidéo, elle dit que le producteur atteint son équilibre ou fait une production optimale, c'est uniquement lorsque la valeur de son produit marginal est égale au prix, la valeur produit marginal de un input. Je crois que je l'ai écrit. Non. La valeur du produit marginal de un input est égale au prix de cet input.
Alors, je vous laisse l'écrire, allez. Allez, bon. Même si elle est dite dans la vidéo, écrivez-la parce que sinon, il faut l'écrire. Valeur du produit marginal d'un input est égal au prix de cet input. Je vais la redire. Alors, je vais la redire, mais surtout même pour vos camarades qui étaient là à la, quand j'ai enregistré cette vidéo. C'est pas grave si on répète encore d'une autre façon. Voilà ce que j'ai dessiné au tableau. Voilà ce que j'ai dessiné. J'ai dessiné une boîte noire, black box, boîte noire. C'est comme ça que l'économie voit l'entreprise. C'est pas comme ça que les entrepreneurs voient leur entreprise, mais c'est comme ça que l'économie voit l'entreprise. Elle la voit comme une boîte noire. Ça veut dire quoi, boîte noire? Ils ne veulent pas savoir ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils connaissent les inputs, les choses que l'entreprise achète pour produire son unique produit, un seul produit, qui s'appelle une boîte noire, comme dans la théorie de l'information. Les signaux des inputs qu'elle reçoit. Et elle ressort un output. Ça, c'est la production. Si elle produit des voitures ou des chaises, c'est des voitures ou des chaises, l'output. Si elle, pour produire les tables, les chaises, elle a besoin de bois, de métal, de vis et de peinture. C'est ça, ses inputs, bien sûr, avec les salaires, pardon, les travails. Elle a besoin d'acheter du travail, du bois, du métal, etc. Bon. Et elle sort des tables et des chaises. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est très important dans la vie de l'entreprise. L'économie, elle s'en fout. C'est une boîte noire. On dit qu'on a elle fonctionne comme ça. L'output Y égale une fonction de une série d'inputs. Capital, travail, ce que vous voulez. Ça, c'est les inputs. Ça, c'est l'output. Ce langage-là, il faut s'habituer. C'est le langage des économistes. Quand est-ce que l'entreprise est en équilibre, atteint son maximum de profit? Regardez les notations que je vais utiliser. On va définir ce que c'est ça c'est une production. D'accord? Et on définit une production marginale ou produit marginal d'un facteur. Ce n'est pas de l'entreprise, d'un facteur de l'entreprise. Par exemple, on le note comme ça. Y prime K. C'est le produit marginal du capital. Et Y prime L. C'est le produit marginal du travail. Si elle en a d'autres inputs, on va dire Y prime de cet input. Indice, on écrit input. Par exemple, la terre. Par exemple, matière première. L'électricité. Tout ce que vous voulez. Mais dans la théorie, on prend K et L pour simplifier. Pas beaucoup plus. Je vais définir que ça veut dire le produit marginal d'un facteur. Je vais le rappeler dans un instant. Mais la règle,
de l'équilibre du producteur, elle veut que la valeur de ce produit marginal du capital doit être égale au prix du capital. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Hein? Là, vous n'êtes pas en train de le noter, c'est pas grave. On va le noter de manière plus formelle, n'est-ce pas? Mais écoutez, c'est mieux et essayez de voir où est-ce que ça mène tout ça. Il faut que la valeur du produit marginal de chaque facteur soit égale au prix de ce facteur. Et ça, c'est pour tous les facteurs. Donc, si vous voulez, si on a une entreprise qui fait que deux facteurs, elle a besoin que de deux facteurs, K et L, nous dirons que la condition d'équilibre, c'est que Y prime K, n'est-ce pas, fois le prix P, c'est le prix de Y. Si elle vend si elle produit des chaises, c'est le prix des chaises. D'accord? Soit égal au prix du capital, qui en général est noté R. Dans la littérature économique, c'est souvent noté petit r. Pourquoi? Parce que le capital, il est rémunéré par un profit, taux de profit R. Notez R, rate, taux de profit. Et que, pareil pour le travail, fois le prix du bien qu'on fabrique égal au prix du travail qui est souvent noté salaire, wage comme W. Ces deux-là, ce sont les conditions de profit de cette entreprise. En dehors de ces deux situations, elle n'est pas en situation optimale. Oui, Armand, je t'attendais, je savais que tu allais poser une question. Si quelqu'un ne pose pas de questions là-dessus, c'est qu'il fait semblant de comprendre. Est-ce que vous pouvez rappeler la signification de Y et des Y parce que... D'accord. Non, mais je dis, attention, je ne les ai pas encore expliqués. Attention, j'ai dit que je vais les expliquer. Donc, non, c'est bien de se poser des questions, mais je ne l'ai pas encore fait. Je vais doucement. Je vais doucement. Je vais expliquer, mais c'est bien de me poser la question parce que ça me remet sur les rails. Parce que des fois, c'est tellement évident pour celui qui a fait ça plusieurs fois qu'il pense que ce n'est pas utile de le rappeler. Si, c'est très utile. Donc, je reprends la question d'Armand, c'est rappeler qu'est-ce que signifie Y, Y prime, K, L, que signifie tout ça, n'est-ce pas? Alors, j'espère que c'est lisible. Euh, Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Parce que la lumière apparaît beaucoup sur l'écran et elle empêche de lire ce qu'il y a sur le tableau. Ça apparaît sur le tableau. Ça apparaît sur le tableau.
Oh là là. Bon. Donc, l'écriture là-bas, Y égale F de KL. K et L, ce sont les facteurs de production, c'est-à-dire ce qu'utilise l'entreprise, ce qu'elle doit acheter pour produire. Les plus simples, c'est le travail. C'est ça le capital. Mais il y a plein de choses. K et L, ce sont, manière de simplifier le monde. K et L, ce sont des inputs pour sortir, output, donc Y. Y, c'est ce qui sort de l'entreprise pour être. Y, quelqu'un connaît un peu comment marche ce truc, hein? Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Il faut peut-être ouvrir la fenêtre parce qu'il y a des problèmes de connexion dans tout. L'année dernière, je faisais des cours dans la salle au-dessus parce qu'il n'y avait pas du tout de connexion. Il m'a dit que dans celle-là, ça marche. Et là, ça ne marche toujours pas. C'est vraiment. Ah, c'est pareil. C'est même. C'est pareil. C'est pas la peine. Bon, c'est pas grave. S'il n'y a pas d'enregistrement, je lirai les vidéos et je poserai des questions sur les. Sans fichier, ça. Ça veut dire que je dois réécouter des heures que j'ai ça à faire. Donc, pour comprendre cette règle que vous allez étudier au deuxième semestre, au deuxième semestre, vous avez un cours de microéconomie qui est divisé en deux. Chapitre pour comprendre l'équilibre du consommateur. On dit le comportement du consommateur. Et un autre chapitre qui s'appelle équilibre du producteur. Pour comprendre l'équilibre du producteur. L'équilibre du consommateur, la règle que je voulais donner la semaine dernière, même plusieurs fois. La règle que je vous donne là, c'est celle du producteur. Vous allez la faire, mais vous allez le faire de différentes façons, tourner dans tous les sens, et ce sera
un semestre entier à faire que ça. Et les éléments que je vais rappeler vont être un peu utiles pour vous pour suivre ce cours. Chez le producteur, donc, il y a quelque chose qui s'appelle Y, qui est l'output. On l'appelle aussi le produit. On l'appelle aussi la production. Notez-le comme ça parce que c'est du langage qui va peut-être vous déstabiliser. C'est la même chose. Le produit, la production, l'output, la quantité produite. On l'appelle aussi production. C'est pareil. Quelquefois, vous avez des exercices où il va s'appeler, pas s'appeler, se noter. Quantité produite, on dit Q, comme ça. Vous en foutez, c'est des notations. Vous en foutez. D'accord? C'est des notations. Il ne faut pas que vous soyez déstabilisé avec des mots, des notations. Mais ce qui est important, c'est ce produit en définit des indicateurs pour savoir si ce produit est assez élevé ou pas assez élevé, il est bon ou il n'est pas bon par rapport aux moyens qu'on a mis, c'est-à-dire par rapport aux facteurs qu'on a mis, n'est-ce pas? Si tu utilises beaucoup de machines et tu as peu de produits, il faut qu'on le sache, n'est-ce pas? Si on utilise une machine qui donne beaucoup de produits, machine fait beaucoup de produits, n'est-ce pas? Si un travailleur est plus productif qu'un autre, il faut qu'on le sache aussi. Donc, on définit les indicateurs de productivité. On appelle ça des productivités. Vous suivez ça? C'est un peu clair, n'est-ce pas? C'est clair ça. Productivité. C'est quoi la productivité? C'est le mot productivité n'a pas de sens tout seul, hein? Bravo. C'est toujours la productivité d'un facteur. La productivité toute seule, bon, on parle dans le langage, on dit la productivité. Mais, en fait, c'est toujours attaché à un facteur. On va dire la productivité du travail, la productivité du capital, la productivité de telle et telle chose, tel et tel facteur. D'accord? Et si on dit productivité sans préciser, bon, on sait que c'est en général. Et pour la productivité, il y a deux types de productivité. Pour tous les facteurs, on définit deux types de productivité. Deux. La productivité moyenne d'un facteur, puis la productivité marginale d'un facteur. On va les définir chacune. Dans mes notations personnelles, n'est-ce pas? Dans mes notations personnelles, j'écris productivité moyenne comme ceci. Productivité marginale, petit m, c'est marginal. C'est des notations personnelles, attention, il ne faut pas les considérer comme une chose à apprendre par cœur. Productivité moyenne et marginale. PM, c'est productivité moyenne. P petit m, c'est productivité. Le grand M, il va apparaître dans un quart d'heure. Hein? P petit m, c'est productivité marginale d'un facteur.
Des fois, on note comme ça. Y sur, je vais le noter comme ça. Y sur K, Y sur L sont les productivités moyennes. Y sur L égale productivité moyenne du travail. Y sur K, c'est la productivité moyenne du capital. C'est très simple, ces choses-là. Pourquoi? Parce que si j'ai produit une centaine de tables dans cette usine aujourd'hui, une centaine de tables, et que j'ai 10 machines dans cette usine, c'est qu'aujourd'hui, la productivité moyenne d'une machine est égale. Non, si j'ai fait une centaine de tables, que j'ai 10 machines, chacune a dû faire 10 tables. Donc, la productivité moyenne d'une machine, c'est 10 tables. 100 divisé par 10. Si je n'ai que 5 machines et que j'ai produit 100 tables, donc la productivité moyenne d'une machine est égale à 20. La productivité moyenne d'une machine est égale à 20. Pareil pour les salariés. Si j'ai 20 salariés, est toujours attaché à un facteur. Ne peut pas être comme ça dans l'absolu. Oui. Mais si. Là, Je dis à vos camarades, c'est Armand qui parle. Donc, Armand parle un peu fort parce que le micro est loin. là, on s'est attaché à la productivité d'un facteur précis. Lorsqu'il y a plusieurs facteurs qui se combinent, comment on la calcule? Non, mais de toute façon, ils se combinent, hein, les facteurs. Hein. Les facteurs, ça, on ne peut pas produire les tables sans les facteurs ensemble combinés. D'accord. Donc, dans ce cas-là, si on a par exemple dans l'entreprise les 5, donc les 20 salariés et les 10 machines, Oui. toujours qui produisent 100 tables. Oui. Comment on détermine qu'est-ce qui était productif, qu'est-ce qui n'était pas? Non, mais ta question, je vais la redire d'une autre façon. Est-ce qu'il y a un terme pour parler de la productivité tout court? C'est ça? Hein? En quelque sorte. Il n'y en a pas. Bon, voilà. Ça a le mérite d'être clair. Hein? Parle de productivité que des facteurs. Vous notez que il y a une expression, mais là, tu nous sors du sujet. Ah bon, mais c'est pas grave. Parenthèse, hein? Parenthèse. On parle, dans certains cas, de productivité globale des facteurs, quelquefois de productivité totale des facteurs, qui est quelque chose de compliqué, de tiré par les cheveux et de très arbitraire. Mais les économistes n'ont pas honte de ça. Ils le font. Pour fermer la parenthèse, et pas pour une entreprise. Vous trouverez dans les statistiques de l'INSEE la productivité globale des facteurs de
l'entreprise France. D'accord? Productivité globale des facteurs. Fermez la parenthèse. Vous notez, parenthèse Armand. Moi, je ne voulais pas en parler. Ça veut dire que le phénomène existe, il est construit de manière un peu arbitraire, compliquée. Vous verrez le moment venu qu'on parle de ça. Peut-être que moi-même j'en parlerai si le semestre dure un peu plus longtemps. Ou si vous venez suivre des cours gratuits chez moi en été, à la maison, avec les boissons offertes. Je vous ai parlé de ce faire à distance. Hein? L'année prochaine, vous serez en deuxième année, je vous ferai un cours. De toute façon, je dis que j'arrêterai. Hein. Fini. Hein. C'est clôturé. Dans ma tête, c'est fini. Et si vous voulez, on fera un cours à distance. Samedi, dimanche, par exemple. Je reviens. On a fermé la parenthèse. OK? Donc, on a des productivités que pour les facteurs. Et global, vous les verrez un autre jour pour autre chose, pour l'économie dans son ensemble. Et donc, je reprends la productivité moyenne, c'est un rapport tout simplement. Combien en moyenne un facteur permet-il de produire? Mais vous comprenez que c'est un peu bizarre comme notion, la productivité moyenne, non? C'est bizarre, non? Pourquoi c'est bizarre? Parce que quand on dit le salarié a produit 5 machines, hein, on a dit combien? 20 tables. Ah non, s'ils sont 20 salariés, chacun a dû faire en moyenne 5 tables. D'accord? Oui, mais 5 tables, un salarié fabrique 5 tables en moyenne par jour, c'est ça? Mais il ne peut pas le faire sans qu'il y ait des machines. C'est pour ça que ta question elle se pose. Donc, il ne peut pas le faire sans qu'il y ait de machines. Ça veut dire que dans une situation donnée, on divise la production, l'output, par le nombre, par la quantité d'un facteur, et on ne dit rien sur combien il y en avait de l'autre facteur. Parce que si on augmente la quantité de l'autre facteur, peut-être que les salariés seront productifs, plus productifs. Quand le salarié fait 5 tables par jour, n'est-ce pas? Et si, dans les mêmes conditions, on met moins de machines, ben, la productivité du salarié sera moins que 5, non? Vous suivez ou pas? Donc, la productivité moyenne d'un facteur baisse si on baisse la quantité de l'autre, n'est-ce pas? Donc, c'est un critère qui est un peu, il ne marche que si on ne change pas la quantité de l'autre facteur. Vous avez compris? Ça ne marche pas comme ça. La productivité du travail du salarié est égale à 5 tables par jour. Ce n'est vrai que si l'expression de Marshall, ce n'est vrai que si Ceteris paribus, toute chose. Voilà. On ne change pas les choses de l'autre côté. D'accord? Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Voilà. Productivité moyenne d'un facteur
sachant que l'autre ne bouge pas. Et si maintenant, on regarde une autre productivité, la productivité marginale. La productivité marginale d'un facteur, c'est Y'K et Y'L. Et comme on a dit que les économistes, depuis les néoclassiques, ils accordent beaucoup d'importance au marginal, se pose la question, lorsque varie la quantité d'un facteur, comment varie le produit? Lorsqu'on varie la quantité de facteurs, comment varie le produit? C'est-à-dire qu'on va comparer là. N'oubliez pas, j'ai plusieurs fois dit que delta signifie variation de quelque chose. Delta x, c'est variation de x. Donc, je peux définir delta y lorsque on a un delta k. Et on cherche à quoi est égal ceci. Et on calcule de l'autre côté delta y lorsqu'on change delta l. Et on calcule à quoi est égal ceci. Ce rapport-là de variation de y sur variation de k ou de y sur variation de l, c'est un rapport, n'est-ce pas? Il va être du genre pourcentage, n'est-ce pas? Il va être du genre pourcentage. On va appeler ça le pourcentage de productivité du capital ou le pourcentage de productivité du travail, n'est-ce pas? Mais ce pourcentage de productivité, il change avec la quantité produite et il change avec la quantité de capital. Il n'est pas constant. À chaque niveau de production, on a un pourcentage de productivité différent pour chaque facteur. Et donc, on a un moyen qui est plus simple d'indiquer la productivité, la variation de la productivité. Le moyen le plus simple, c'est de définir une productivité marginale. La productivité marginale, elle est définie comme, regardez, ce rapport-là, on va chercher sa limite lorsque cette variation-là est infime. Ça veut dire lorsque cette variation-là tend vers 0. Et ça, c'est la définition d'une dérivée de cette fonction par rapport à k. Ça s'écrit y', bon, je l'ai
critique. Ça s'écrit D de Y sur D de K. D de Y sur D de L. C'est la dérivée de la fonction de production par rapport à ce facteur. La productivité marginale d'un facteur, c'est la limite de ce pourcentage de variation de la production suite à la variation de ce facteur, lorsque la variation de ce facteur devient infime, tend vers zéro. Lorsque la variation de ce facteur devient infime et tend vers zéro. L'expression mathématique pour cela, c'est la dérivée de la fonction de production par rapport à ce facteur. On va la dire en français, c'est mieux. Bon, la même chose pour le travail, bien d'accord. La productivité marginale du travail, c'est la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur travail. On va la dire en bon français. La productivité marginale du capital, c'est la variation de la quantité produite de table ou de chaise, ou ce que vous voulez, suite à une variation infime de la quantité de capital, du montant du capital. Bien sûr, ça n'a pas de sens dans la réalité, on est bien d'accord. Il n'y a pas une quantité infime de machines, n'est-ce pas? Mais vous avez compris pourquoi on fait cette calcul marginaliste. Parce qu'on a supposé que les fonctions sont monotones et bornées. Elles sont monotones, ça veut dire qu'elles ont un comportement qui n'est pas assuré, non, qui n'est pas discontinu, qui ne chute pas d'un seul coup, il ne varie pas d'un seul coup. C'est comme si on avait des machines qu'on verse au compte-gouttes. C'est une façon d'imaginer un indicateur de la productivité marginale des machines. S'il n'y a pas possibilité de calcul marginal, ben on suppose qu'il est possible. Voilà. C'est ce qu'on a fait dans les plus tard des axiomes du modèle néoclassique. Pareil pour le travail. À quoi est égale la productivité marginale du travail? C'est égal, notez-le, enfin peut-être que vous l'avez noté pour les machines, ça? Ou pour le cas général? Ce que vous venez de noter, c'est quoi? Quelqu'un peut me relire ce que vous avez noté? Mais ce n'est pas grave. Alors, la productivité marginale du travail, c'est la variation de la quantité de produit suite à une variation infime de la quantité de travail. C'est comme si le travail pouvait être subdivisé, l'être humain, en petits bouts, n'est-ce pas, infimes. Mais non, c'est juste un raisonnement abstrait. S'il augmente le travail d'une quantité très faible, comment varie la production? Ben, ceci s'appelle la productivité marginale du travail. Et donc, je reviens maintenant à la règle d'optimisation qui est devant vous là-bas. La règle qui consiste à dire à quoi est égal quelle est cette règle de
l'optimum du producteur. Qu'est-ce que vous lisez ici? Vous lisez que productivité marginale du multiplié par de cas du produit qu'on fabrique. Donc, ça veut dire que si la productivité marginale du capital, si vous augmentez un petit chouïa le capital, vous avez 2-3 tables de plus. D'accord? Vous augmentez un peu le capital, vous avez un peu plus de tables, n'est-ce pas? Sur un peu plus de tables, vous le vendez au prix des tables. Vous avez ce qu'on appelle ici la valeur du produit marginal de capital. C'est tout. P fois Y prix K. Vous avez valorisé au prix de marché P le produit marginal de K. On appelle ça la valeur du produit marginal du, du capital. Et ça, c'est la valeur du produit marginal du travail. Il faut que la valeur du produit marginal de chacun des facteurs soit égale au prix de ce même facteur. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Regardez bien. N'écrivez pas, regardez bien. Ne vous pressez pas d'écrire, on va écrire après. Imaginez que le producteur, il embauche un salarié supplémentaire. On dit que c'est un salarié embauché. D'accord? S'il lui apporte un nombre de tables supplémentaires, qui est le produit marginal de ce salarié. Car grâce à lui, il a obtenu 3, 4 ou 5 tables de plus. OK? Ce marginal, il va le vendre au prix des tables. Pas que le salaire de ce monsieur. Est-ce qu'il embauche un autre salarié? Moi, je dirais que oui. Je dirais que oui, puisque un salarié lui apporte plus que son salaire, ben, il n'a qu'à embaucher un autre. Suivez? Mais sauf que cette productivité marginale du salarié ou de n'importe quel autre facteur, elle est décroissante selon l'hypothèse de marginaliste qui est tout ce qui est marginal est tout ce qui est marginal tout ce qui ça va qu'il va embaucher. Tu vois, Armand? Le suivant qui va embaucher. Si le premier qu'il a embauché lui a apporté de plus, certes 5, mais 4 ou 3 de plus, n'est-ce pas? Qui va vendre. Si ça continue à être encore supérieur au salaire de ce dernier qui l'a embauché, ben, il continue encore. Mais si c'est moins le prix des tables fois les tables marginales, c'est moins que le salaire, ben, dit celui-là, je ne l'embauche pas. Hein? On le vire. On ne l'embauche pas. Et dans ce cas-là, il s'arrête d'embaucher. Et on dira que il attend, il a atteint l'embauche optimale. Le producteur donne acheter, donne embaucher au moment où la valeur de ce qui devient égale exactement à leur prix, ces facteurs-là. Et dans ce cas-là, nous dirons que la valeur de tous les produits marginaux, de tous les facteurs sont égaux au prix de marché de ces facteurs. C'est là que le producteur, il a atteint
le maximum de son profit. Puisque tant qu'il tire un bénéfice qui a une valeur supérieure à ce que ça lui coûte ce facteur, il continue à en embaucher, n'est-ce pas? À en imputer. Et il continue à autant que ce que ça lui coûte. Tout ce qu'on a fait est parti en l'air. Tout ce qu'on a fait est perdu. Allez. Alors, tout ceci, tout ceci ne marche que si les productivités marginales des facteurs sont décroissantes. Autrement, on n'a pas d'équilibre. On n'a pas de maximum de profit. On ne sait pas comment ça marche. Donc, les économistes se placent toujours dans ce cas le plus heureux où la production coûte de plus en plus cher chaque fois qu'on augmente la production. Ça veut dire qu'il faut que le coût marginal, ceci ne marche que si le coût marginal est croissant. Sinon, la productivité marginale ne peut pas être décroissante. Si la productivité marginale est décroissante, c'est ça qui fait que le coût est croissant. Le coût marginal est croissant. Donc, ceci pose la question de la relation entre variation du produit et variation des coûts. Entre variation des produits et variation des coûts. Est-ce que les coûts augmentent
avec le produit ou est-ce qu'il reste constant ou est-ce qu'il baisse? En d'autres termes, on se pose la question, est-ce que lorsqu'on produit plus, ça coûte plus ou autant ou moins? Alors, vous notez que la réponse à cette question, les économistes proposent deux types de relations, deux types d'indicateurs pour cette liaison entre variation de la production et variation du coût de cette production. Entre variation de production et variation de son coût de cette production. Ça veut dire, est-ce que quand, si on dit plus on produit, plus ça coûte, c'est une chose. Plus on produit, moins ça coûte, c'est autre chose. Plus on produit, mais ça coûte toujours autant qu'avant, c'est encore une autre chose. Là, il y a deux indicateurs qu'on se pose, deux façons de voir les choses. On peut regarder comment se comportent les productivités marginales des facteurs. On se pose la question, comment se comportent les productivités marginales des facteurs? Ici, la réponse est très simple. Nos modèles ne marchent que si les productivités marginales des facteurs sont décroissantes. Parce que si elles sont constantes ou croissantes, on ne sait pas trouver de maximum et on ne sait pas trouver d'équilibre. Ce n'est pas que c'est malheureux, mais c'est qu'on ne sait pas comment étudier économiquement. C'est une chose heureuse si plus on produit, plus la productivité est élevée. C'est un cas heureux. Mais sauf qu'on ne sait pas l'analyser économiquement dans le modèle. Il n'y a pas d'équilibre de l'économie, il n'y a pas d'équilibre des marchés. Donc, on exclut ces cas-là du modèle néoclassique. OK? Ça, c'est la première façon de voir les choses. Le lien entre plus de produits et plus ou moins de coûts. Une façon de le voir, c'est par les productivités marginales. Une autre façon de le voir, vous notez, ça c'est très important, une autre façon de voir le lien entre plus de produits et plus ou moins de coûts, une autre façon de le voir, c'est la notion de rendement d'échelle, qui est complètement différente. Est-ce que quelqu'un a entendu de moi cette notion de rendement d'échelle? Qui d'autre apparemment? De moi? Ah, donc vous n'avez pas vu les vidéos parce que j'en ai parlé dans les vidéos. Je vous ai piégé là. Vous avez intérêt de voir ces vidéos parce que je prends mes questions là-dedans. Questions de QCM là-dedans. Donc, la notion de rendement d'échelle. Combien il me reste de temps pour savoir si j'ai le temps de le faire ou pas? S'il reste un quart d'heure ou pas? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Je vais aller rapidement. Alors. Un quart d'heure rapide. Donc, là, je fais une définition. Une définition. Tout le monde doit noter et va plutôt écouter. Vous noterez à partir de la vidéo. Les rendements d'échelle, ce n'est pas comme les productivités marginales. D'accord? Notez-le, s'il vous plaît. Les productivités marginales, quelquefois, on les appelle les rendements factoriels. C'est pareil. Les productivités marginales, quelquefois, on les appelle les rendements marginaux. Les rendements factoriels. D'accord? Ça ne concerne qu'un facteur. Les autres restent constants. Ils ne bougent pas.
Par exemple, dans les rendements factoriels du travail, c'est la productivité marginale du travail. Comme lorsqu'on varie de manière infime uniquement le travail, tout le reste des facteurs reste constant. Ça, la notion de rendement factuel et de productivité marginale. Alors que, notez-le bien comme ça, alors que les rendements factoriels, on regarde comment on varie la production lorsqu'on varie tous les facteurs en même temps, de la même façon. On les augmente tous de la même façon, en même temps, et on regarde comment varie la production. On parle dans ce cas-là, non pas de rendements marginaux ou de productivité marginale, mais on parle de rendement d'échelle. On change toute l'échelle de production. C'est comme si on a une usine, on la multiplie par deux. Nous dirons que les rendements d'échelle sont constants lorsque, en multipliant l'échelle par un facteur K, double, triple, quadruple, alors la production augmente du même facteur, multiplié par le même facteur K. On double les facteurs de production tous en même temps, et tout d'un coup, la production double exactement. Nous dirons que les rendements d'échelle sont constants. Si par contre, lorsqu'on multiplie tous les facteurs simultanément par un même facteur K, la production augmente, mais d'un facteur de moins que K. On a doublé tous les facteurs. Et la production a fait moins que doubler. Elle a augmenté, mais moins que doubler. Nous dirons que les rendements d'échelle sont décroissants. Très bien. Et le rendement d'échelle croissant, c'est le cas où plus l'échelle de production est élevée, plus la production est élevée. Ça veut dire que si on multiplie tous les facteurs par un paramètre K, par 2 par exemple, on double tous les facteurs, la production fait plus que doubler. Elle est multipliée par un facteur K supérieur à 2. On dit que dans ce cas-là, que les rendements d'échelle sont croissants. Eh bien, là aussi, le modèle néoclassique, et toute l'économie en fait, il n'y a pas que les néoclassiques, ils ne savent pas travailler dans un monde où les rendements d'échelle ne sont pas décroissants. Pour les mêmes raisons qu'on a vues tout à l'heure et pour le consommateur aussi. C'est parce qu'on ne sait pas travailler sur des choses qui n'ont pas de limite, qui ne sont pas bornées. Si chaque fois qu'on augmente la production, on a plutôt, on augmente, on double les facteurs de production, la production fait plus que doubler, ça veut dire que le coût unitaire du produit, il va comment augmenter ou baisser ou rester égal? Si je double la production, les facteurs, pardon, je double la quantité de travail, de capital, de tout, et que la production, elle triple. Qu'en est-il des coûts de cette entreprise?
Il augmente ou il baisse? Vous n'y êtes pas là. Je répète ma question. Imaginez une entreprise. Vous doublez tous les ingrédients, n'est-ce pas? Je, j'ai parlé d'ingrédients exprès pour vous penser, puissiez penser à une recette de gâteau ou d'un repas. Vous avez une entreprise, vous doublez tous les facteurs de production, tous les ingrédients. Et votre produit final, il a fait plus que doubler, il a triplé. Les coûts de cette entreprise, ils ont baissé ou ont augmenté? Par l'effort, ils ont baissé. Comment tu dis augmenté? Ils ont baissé. Vous parlez des coûts relativement à la production. Je m'en fous, des coûts, c'est tout. Imagine, tu fais un couscous, d'accord? Tu prépares ce couscous, tu achètes tous les ingrédients. Ça te coûte tant. Et quand tu invites 2 fois plus de personnes et tu achètes la même recette pour 2 fois plus de personnes, tu regardes, tu dis, oh, oh dis donc, ça m'a coûté moins cher cette fois pour chaque personne. Donc, c'est le coût relatif à la production. Ben oui, le coût est toujours à la production, n'est pas relatif à autre chose. Oui, Le coût de production. Et il se retrouve, et il a fait. Voilà, le coût de production, quand tu doubles tous les ingrédients et que le coût de production total a fait moins que doubler, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que dans ce couscous, il y a la baraka, n'est-ce pas? Et quand il y a la baraka, ça veut dire que vous avez des rendements d'échelle qui sont croissants. Et dans ce cas-là, tu dis, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu as beaucoup plus de personnes, quand tu as un petit nombre de personnes qui reviennent toutes les semaines, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, j'achète tous les ingrédients en même temps, je les prépare en même temps, je mets au congèle. Et chaque fois qu'ils viennent, je leur sors. Oh, le couscous, il n'est pas bon, c'est dans le congèle, mais supposons. Essayez de la choucroute. Même la choucroute n'est pas bonne. Ça veut dire que si plus vous produisez, moins ça coûte à l'unité, bah vous êtes en rendement d'échelle croissant. Si plus vous produisez, plus ça vous coûte à l'unité, vous êtes en rendement d'échelle décroissant. Bien sûr, si vous êtes entrepreneur, vous aimeriez être dans quel cas? Dans les rendements d'échelle croissante. Voilà. Mais sauf que l'économiste ne sait pas, très bien, ne sait pas étudier et analyser ce cas-là. Pourquoi? Parce que il ne sait pas dire où est-ce qu'il va s'arrêter son optimum, ce producteur. Et parce qu'il n'a pas de limite. Plus il produit, moins ça lui coûte. Il n'a qu'à produire. Imagine que ce couscous, tu le vends dans la rue, dans des barquettes. Plus il y a des gens qui l'achètent, plus tu fais des profits. Et tu vas arrêter quand pour dire là, mon optimum c'est ça, au-delà je perds. Bah, tu n'en as pas. Si. Ben, Le prix va décroître. Si on... Non, 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 non. Après consommer, Non. bien évidemment. Voilà. Si les gens achètent et continuent d'acheter, tu ne fais que gonfler tes profits. Tu deviens de plus en plus riche. C'est le cas de qui? Jeff Bezos. C'est le cas de Jeff Bezos. Le cas de Amazon. Il est en rendement d'échelle croissant. Plus les gens achètent, moins ça lui coûte. Et plus il gagne. Ça veut dire, ces gens-là, tu ne peux pas les traiter avec l'économie que l'on connaît.
Donc, il y a un problème, les rendements d'échelle, il pose un problème pour l'économie néoclassique. Du coup, il exclut tous les rendements d'échelle, les constants et les croissants, il les exclut. Un, ils excluent les productivités qui ne sont pas décroissantes, les utilités marginales qui ne sont pas décroissantes, les rendements d'échelle qui ne sont pas décroissants. Ils ne fonctionnent, ils ne peuvent traiter mathématiquement, trouver les maxima que si les choses à la marge décroissent. Et ça, productivité marginale décroissante, utilité marginale décroissante, rendement marginal décroissant, machin truc décroissant, vous allez ne voir que ça en économie. Que ça, que ça. Et quand on fait autre chose, bah, on a des résultats qui sont très, très banals. Ce ne sont pas des résultats impressionnants.